Bonjour à toutes, bonjour à tous. On s'est tous à vous connecter, donc on va bientôt démarrer. C'est encore quelques personnes qui arrivent. On se laisse encore peut-être 1 ou 2 minutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Un petit pouce levé si c'est le cas. Ok. Merci. Super, je vois qu'il y a des personnes qui nous suivent un peu partout en fait. C'est chouette. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. Hyper de France et de Belgique, mais... Alors pensez à bien couper vos micros s'il vous plaît pendant la présentation. Et un petit rappel d'ores et déjà, je le rappellerai plus tard, mais si vous avez des questions, on vous invite à d'abord soit la poser dans le chat, sinon lever la main pour qu'on puisse prendre les questions dans l'ordre et au fur et à mesure. Voilà, mon midi 2, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à tous et toutes dans ce webinaire LIA pour l'info locale. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de lancer la sortie de notre guide de l'IA pour les médias locaux. Donc, pour me présenter, je suis donc Jimmy Darras, je suis chef de projet à West Media Lab. Et à mes côtés, il y a Julien Kostrèche, qui est directeur de West Media Lab et qui va vous dire un petit mot sur l'association. Oui, je vais démarrer. C'est que tout le monde ne connaît pas forcément notre association, parce que le lien vers ce webinaire a pas mal circulé. Donc, en quelques mots, hein, je ne vais pas être long, mais vous rappelez qu'on existe depuis une douzaine d'années, West Media Lab. Nous sommes basés à Nantes. Nous avons comme adhérents des médias. Un bon nombre sont implantés dans l'ouest de la France, mais pas seulement. On a des médias d'autres régions et même d'autres pays qui sont adhérents de notre association. Et on a aussi des écoles, des collectivités locales, des entreprises du numérique et quelques têtes de réseau également, quoi. Donc nous, on s'est créé vraiment pour accompagner les médias dans leur transformation, dans leurs projets d'innovation. Donc on a un programme tout au long de l'année pour faciliter le lancement de projets innovants dans les médias, et en particulier dans les médias locaux. Donc on organise le festival de l'info locale. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites ici parce qu'elles sont inscrites déjà sur Autour du fil, qui passe en revue un peu les projets innovants dans les médias locaux en France, à l'étranger, ou qui sont directement venus au festival à Nantes qui a lieu une fois par an fin septembre. Nous avons aussi une offre de formation pour les journalistes, qui est une offre très tournée vers le numérique. La formation que vous demandez, ça ne va pas vous étonner, c'est celle autour de l'IA pour la rédaction pour les journalistes aujourd'hui. Et puis, depuis quelques années maintenant, on développe aussi une activité d'observatoire, ce qui nous conduit à produire des études. On a également un recensement des rédactions locales en France qui est régulièrement mis à jour et qui fait un petit peu référence aujourd'hui. Et puis, ce guide qui sort aujourd'hui, ce guide de l'IA des médias locaux, l'activité d'observatoire. Donc voilà, je pense que vous êtes peut-être un petit peu gêné par toutes les notifications qui arrivent par les gens qui souhaitent nous rejoindre. On va peut-être baisser un petit peu le son de notre côté. Mais en tout cas, on est bien content de voir que vous êtes déjà une centaine à être connectés. Et je vais laisser la parole à Jimmy. Puis moi, Jimmy, je vais surveiller les arrivées pour accepter les nouvelles personnes, que tu puisses être concentré sur la. Oui, très bien. Hop, Oui.
Alors déjà un petit mot déjà pour ce guide. Donc c'est un guide qui est pensé pour les médias locaux. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux médias de toute taille qui cherchent aujourd'hui à trouver l'inspiration à travers des projets qui marchent. Donc si vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de projet IA, mais vous souhaitez le faire, voilà, c'est l'occasion. Si vous souhaitez aussi bénéficier des conseils de celles et ceux qui ont expérimenté avec l'IA, donc on a voulu penser ce guide pour qu'il soit le plus pratique possible pour vous donner les clés en main, en allant interroger des professionnels des médias locaux qui ont travaillé sur ces projets. Et ça peut également s'adresser à vous si vous souhaitez comprendre l'impact aujourd'hui de l'IA sur l'info locale en 2025. Alors, ce que vous avez trouvé dans ce guide, très concrètement, déjà, on va avoir 8 cas d'usage détaillés de projets qui ont été menés dans des médias locaux avec l'IA. Donc, vous avez la liste là, des 8 médias qui ont partagé leur expérience. Donc, on a l'Avenir en Belgique, le groupe Centre France, la télévision locale belge 4, le groupe Ouest France, un média norvégien qui est Tromsø, un média suisse qui est Spatz News, média italien, l'Eco di Bergamo, et enfin le journal des entreprises, qui est un média régional et économique. Donc on aura ces 8 cas d'usage, mais également 3 cas d'usage de médias locaux avec Bookelm qui sont un petit peu moins détaillés, mais qui sont également dans ce guide, puisque notre Bookelm, c'est aujourd'hui un des outils qui fait un peu référence dans la rédaction, en tout cas qui a trouvé de l'intérêt de la part des journalistes. Également dans ce guide, un glossaire sur de l'IA, une cartographie des principaux usages de l'IA dans les médias. On a également détaillé une méthode en 7 étapes pour vous permettre de vous lancer à votre tour, de lancer votre projet IA. On a interviewé aussi des experts de l'IA pour prendre un peu de hauteur aussi sur certains sujets, notamment Florent Dodins, qui est un ancien de Hugging Face, qui est aujourd'hui expert IA, qui accompagne des médias dans leur transformation avec l'IA, et qui a notamment beaucoup travaillé sur les outils open source, et qui nous donne quelques conseils pour se lancer sans les moyens d'un grand média. On a également une interview avec Maud Lévrier, qui est membre du Directoire de Ouest France, qui nous explique comment ils protègent leurs données face à l'IA et ses conseils aussi pour des médias locaux qui souhaitent, qui se posent des questions sur ce sujet. Et en fin de guide, vous aurez également une liste de ressources complémentaires. Donc voilà, en tout, le guide fait 60 pages. Donc il est assez complet. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'était aussi de vous partager un petit peu les enseignements qu'on peut en tirer. Donc nous, on a 7 enseignements clés qu'on a essayé de résumer ici et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Premier enseignement, c'est déjà, il n'y a pas besoin d'être un gros média pour sortir des projets IA qui ont de l'impact. C'était important dans ce guide de partager des retours d'expérience de médias qui ne sont pas New York Times, qui ne sont pas Bloomberg ou Times, mais des médias qui sont à votre échelle, donc à l'échelle des médias locaux. Un exemple que j'ai mis ici, c'est la télévision 4 en Belgique, qui est une télévision locale qui compte 35 équivalents temps plein. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des types de structures qu'on a interrogées dans ce guide, et voilà, qui est assez représentative. Et quand on a eu des médias locaux qui sont de taille un peu plus importante, à chaque fois, on a demandé aux porteurs de projet aussi de donner leurs conseils pour comment ils pourraient appliquer ce projet. Deuxième enseignement de ce guide, c'est mieux vaut commencer petit à partir de problèmes réels. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment transversal dans tous les projets IA qu'on a présentés dans ce guide. Et c'est un conseil aujourd'hui qui peut vous être utile si vous souhaitez à votre tour lancer un projet IA dans votre rédaction. L'idée, c'est vraiment de partir au départ d'une problématique, d'un besoin, et c'est ça qui va aussi permettre de faire le succès et l'adoption de votre projet par la rédaction ou par les lecteurs, les utilisateurs.
Par exemple, si vous pensez que l'IA voilà, peut être utile pour vous faire effectivement vous faire gagner du temps dans vos process. Peut-être une bonne manière, c'est déjà de partir d'une tâche, chronophage et de voir comment l'IA peut vous aider à la résoudre. C'est par exemple ce qu'a fait l'équipe de l'avenir avec Arnaud Héry et Cédric Dussart qui ont partagé leur retour d'expérience dans ce guide. Ils sont partis d'une tâche chronophage pour Arnaud, qui est journaliste, sur des articles d'infos pratiques qu'il devait réaliser. Et en travaillant justement sur ce projet IA, il a réussi à gagner une demi-journée par semaine grâce à cela. Donc voilà, partie d'un problème concret, une tâche qui lui prenait beaucoup de temps et un impact qui est directement mesurable derrière. Troisième enseignement aussi qu'on a vu dans beaucoup de projets, c'est l'importance des données. Avant de se lancer un projet IA, vraiment important d'avoir des données qui sont structurées. Donc avoir une donnée. Un exemple, c'est par exemple l'Eco di Bergamo, qui est donc un média italien qui a travaillé sur ces nécrologies publiées dans sa version papier depuis les années 50 et qui a travaillé sur ces archives pour leur donner une nouvelle vie numérique grâce à l'IA. Et donc, il y a eu notamment un gros travail sur les données pour pouvoir extraire les données de chaque personne qui sont dans ces nécrologies pour pouvoir ensuite les retranscrire dans leur environnement numérique. Et voilà, ça, vraiment, cette question des données, je pense que ça a été rappelé en conseil aussi par pas mal de porteurs de projets qu'on a interrogés dans ce guide. Autre point important, qui dit projet IA dit vérification humaine, notamment pour les projets qui concernent la rédaction éditoriale. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui est vraiment un point commun à quasiment tous les projets qu'on aborde dans ce guide. Un exemple notamment, c'est celui de Spatz News, qui est donc un nouveau média qui s'est lancé et qui propose des newsletters hyper locales en Suisse. Et ces newsletters sont automatisés grâce à l'IA en allant scraper des infos des communes, des commerces locaux, des associations. Et pour chaque édition qui est créée, il y a un rédacteur qui vérifie les informations avant publication de la newsletter. Donc voilà, ça c'est toujours une étape importante parce que voilà, l'IA, même si ça permet beaucoup de choses, ce n'est pas magique et il y a toujours un risque d'hallucination qui existe. Donc dans tout projet qui concerne l'éditorial, je pense que c'est important de garder ce qu'on appelle un human in the loop pour être certain que ce que vous publiez, en tout cas, correspond bien à vos attentes et qui correspond aussi à votre ligne éditoriale. Cinquième point, démarrer avec des outils du marché, c'est plus simple. Je pense que c'est un conseil également qui peut s'appliquer pour ceux qui souhaitent vraiment lancer un projet IA aujourd'hui. Il n'est pas forcément nécessaire de construire vos propres outils dès le départ, parce que c'est une question qui est souvent posée au moment de lancer un projet. C'est la question, est-ce qu'on doit faire avec les outils sur étagère ou est-ce qu'on doit construire nos propres outils? Je pense que la première question à se poser, c'est de savoir si pour répondre à votre besoin, à votre problématique, est-ce qu'il existe des outils du marché qui permettent de répondre à cette question, à ce besoin? Et si c'est le cas, c'est peut-être déjà un premier pas d'essayer de tester avec ces outils du marché, ces outils sur étagère, plutôt qu'aller tout de suite essayer de construire quelque chose sur mesure. Un exemple concret, c'est celui d'ici, donc les antennes radio du groupe Radio France, les 44 antennes locales, qui ont mené un projet commun pour récupérer très rapidement le contenu des émissions matinales qu'ils réalisent pour pouvoir essayer d'identifier un petit peu les points communs, les témoignages clés, etc. Et pour ça, ils ont notamment travaillé avec plusieurs outils sur étagère et notamment Notebook LM. Donc, on a ce retour d'expérience dans le guide, puisque voilà, Notebook LM aujourd'hui permettait de répondre à leurs besoins. Et voilà, c'était une première étape pour eux afin d'expérimenter sur ce projet-là. Et avec
l'ambition derrière, donc pourquoi pas développer un autre outil par la suite. Mais en tout cas, voilà, pour se mettre le pied à l'étrier, notre Book-LM répondait bien à leurs besoins de base et ils ont pu expérimenter avec. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut peut-être vérifier la confidentialité, la question de la confidentialité. Oui, ça c'est aussi une question à se poser effectivement avant sur la question de choisir quel outil, avec quel outil vous allez démarrer. Si la question effectivement des données, de la confidentialité est un point aussi à vérifier. Ce qui par exemple, le cas de notre Book-LM, c'est que notamment les règles de confidentialité sont assez intéressantes pour les médias parce que Google qui a créé cet outil, s'engage à ne pas utiliser les données que vous allez mettre dans notre Book-LM pour entraîner ces modèles notamment. Et les données que vous allez mettre dans notre Book-LM seront utilisées, vont utiliser uniquement les données que vous allez mettre et pas aller chercher des données. Effectivement, comme tu précises, Stéphane, la règle de base, c'est les conditions générales d'utilisation des outils. Effectivement, c'est un point important. On en parle dans les conseils aussi les différentes étapes de ce guide. Sixième enseignement, qui est important aussi, c'est d'impliquer vos équipes. Dès le lancement, ça donnera de meilleurs résultats. Je vous le disais tout à l'heure, on voit que la plupart des projets qu'on a dans ce guide partent d'un problème, d'un besoin concret au départ. Et si ça vient de votre rédaction, de vos journalistes, c'est encore mieux. Puisque ceux qui seront les mieux à même aussi de partager ce qu'on appelle les pain points, enfin, en tout cas les points où ils voient qu'il peut y avoir un problème. Et voilà, ce qu'on voit effectivement dans les projets qui fonctionnent aussi dans ce guide, c'est des projets qui ne viennent pas d'en haut, mais qui sont vraiment ce qu'on appelle des projets bottom-up, qui viennent du bas des utilisateurs ou en tout cas de la rédaction. Et par exemple, la rédaction d'Itromso, qui est une rédaction norvégienne, qui a travaillé sur un outil pour aider les journalistes dans leur travail de veille sur des sujets d'enquête, notamment à mener plusieurs ateliers collaboratifs avec ces journalistes pour construire cet outil. Donc, ils ont notamment utilisé des méthodes de design fiction pour travailler vraiment main dans la main avec la rédac et que ce ne soit pas un projet qui vienne d'un chef de projet ou d'une équipe produit uniquement, mais qui soit vraiment construit main dans la main avec la rédac. Et pour aller un petit peu plus loin, même dans l'idéal, ce qu'on voit dans les projets de ce guide, c'est que souvent il y a une personne au sein des médias qui est une personne référente sur l'IA. Ça, c'est un point aussi qui est important pour aussi mener ces projets-là, qui va venir acculturer aussi les équipes et qui va être là pour tester aussi en amont. Donc, c'est aussi un point important aussi d'avoir ça en tête. Et enfin, septième enseignement qu'on a pu voir dans ce guide, c'est de tester, retester, ce qui est un principe de base aussi dans la conduite de projet de manière générale, qui ne s'applique pas uniquement à l'IA. Il a encore prendre l'exemple de 4, la télévision belge, puisque notamment ce qu'ils ont mis en place pour leurs produits, c'est pour les outils qu'ils ont développés, c'est d'avoir des early adopters dans la rédaction pour tester les produits avant la mise en échelle. Donc, je crois notamment c'est la rédactrice en chef du média qui teste les projets, en tout cas le projet dont on parle dans ce guide. Je crois qu'Olivier, d'ailleurs, qui parle de ce projet dans le guide est présent là, donc tu me corriges si besoin. C'est bien ça. C'est bien la rédactrice en chef qui vérifie, teste chaque fois. Tu l'as dit à un moment donné, un human in the loop. C'est vraiment important. Exactement. Donc voilà un petit peu pour les quelques enseignements clés qu'on avait envie de vous partager, qui sont des choses un petit peu communes qu'on a repérées dans ces différents projets dont on vous parle dans ce guide. Et on avait envie de vous partager aussi, de vous donner un petit peu à voir à quoi ressemble aussi un retour d'expérience qu'on a dans ce guide. Donc ce retour d'expérience, c'est un retour d'expérience de Ouest France sur un chatbot qu'ils ont mis en place au moment des 24 heures du Mans, avec notamment la rédaction du Mail Libre, qui fait partie du groupe. Et donc ce retour d'expérience, il est
Il est offert en preview quand vous irez sur la page de West Media Lab sur le Guidia, donc vous pourrez y accéder gratuitement. Donc, pour vous redonner un petit peu le contexte sur ce projet-là, c'est un projet qui a été lancé, comme je le disais, par la rédaction du Mail Libre et du groupe Ouest France, qui s'appelle Topo, donc c'est un agent conversationnel dont la mission, c'est vraiment de répondre aux questions des internautes sur cet événement sportif, donc les 24 heures du Mans, en se basant uniquement sur le contenu de la rédaction. Donc, ce projet, voilà, donc dans ce retour d'expérience que vous allez avoir, donc nous on a une petite introduction, une présentation du média. Ensuite, vous allez avoir les objectifs auxquels répondait ce projet. Donc, en l'occurrence, ici, pour Ouest France, c'est d'expérimenter un usage concret de l'IA, tester un projet limité dans le temps et de valoriser aussi ses archives auprès de ses lecteurs. Ensuite, on nous parle un petit peu de la jeunesse du projet, donc comment ils ont eu l'idée de lancer ça, notamment sur le corpus avec lequel ils ont travaillé, donc en l'occurrence ici, 700 articles qui ont été identifiés par la rédaction. Ensuite, on rentre vraiment dans la mécanique, donc comment ça marche, comment ils s'y sont pris. Donc ici, en l'occurrence, Ouest France a mis en place une architecture de type RAG pour répondre ici aux questions, puis a utilisé plusieurs modèles de langage, plusieurs LLM ici pour développer cet agent conversationnel. Donc voilà, on vous détaille un petit peu ces différentes étapes dans cette section, comment ça marche. Ensuite, on a une section qui concerne les moyens qui ont été mis en place par le média. Donc ici, ça va être soit des books, ça peut être également du temps homme qui a été investi pour ce projet-là. Et dernière étape, ce sont les résultats obtenus. Donc voilà, par exemple ici, on a les indicateurs de réussite de Ouest France pour ce projet Topo, notamment voilà le nombre de réponses qui ont été obtenues, le taux de conversion aussi sur des personnes cliquées sur des liens pour les consulter ensuite. Ce qu'on a demandé aussi à chaque porteuse de projet aussi, c'est de donner ces quelques conseils pour reproduire des projets similaires dans une rédaction. Donc là, par exemple, vous avez les 3 conseils de Julien Perron, qui est donc le responsable numérique IA au sein de Ouest France, qui donne ces 3 petits conseils aussi pour lancer ce projet-là. Et faire aussi du travail de veille qu'on fait tout au long de l'année sur l'innovation dans les médias locaux. On vous a partagé aussi quelques liens de projets similaires qu'on avait repérés dans notre veille qui sont sur des sujets un peu semblables. Donc là, en l'occurrence, vous avez 5 autres projets de chatbot IA à destination des lecteurs qui avaient été lancés. Donc voilà, donc ça, cette structure-là, vous allez retrouver la même à chaque fois pour chaque retour d'expérience avec ce niveau de détail. Et voilà, dans la version complète du guide, pour trouver aussi les contacts aussi des personnes, des porteurs et porteuses de projets qui ont témoigné dans le guide pour éventuellement voilà, les contacter si vous le souhaitez pour en savoir plus sur ces projets. Alors, on a déjà une question de Sylvie qui demande au final quels sont les outils utilisés dans les cas étudiés hors notebook LM, déjà évoqué. Alors sur les outils utilisés, c'est assez variable, ça dépend des projets. Bon, après, on va retrouver les outils, les LLM classiques. On a certains qui ont utilisé Claude notamment, effectivement. Certains sont passés par ChatGPT. Un exemple, Centre France, je crois, est passé par Copilot. Donc on va, voilà, ça sur ces principaux outils du marché. Il y en a certains qui ont construit leurs propres outils également. Donc je pense notamment à Ouest France pour son chatbot. Est-ce qu'il faut l'intervention d'informaticiens? Parfois, ça a été le cas sur la plupart effectivement des projets. Il y en a certains qui peuvent être testés aussi sans forcément l'appui de développeurs. Mais dans la plupart des cas, en tout cas, ça a été développé effectivement avec des développeurs. Sylvia nous demande si un projet
nous paraît vraiment génial, qui crée un nouvel usage pour un média? Alors, dans les projets, je pense qu'ils sont tous assez intéressants. Enfin, je trouve la particularité difficile de répondre à cette question, je dirais, parce qu'ils répondent tous en fait à un besoin précis. C'est ça, je trouve, qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, Un truc que vous n'auriez jamais vu avant. Un truc que vous n'auriez jamais vu avant, un truc vraiment innovant, quoi. Pardon, hein, Bah, disons que là, je trouve nous, là, on n'a pas forcément cherché, nous, des projets qui étaient les plus originaux possibles, mais surtout des projets qui répondent à un besoin concret et qui ont des résultats, en fait, mesurables. Et c'est ça, je trouve, qui est, en fait, important dans ce guide. C'est vraiment, à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, on part pas juste justement de projets qui vont avoir des effets waouh, mais plutôt des projets, on s'est attaqué vraiment à un problème qu'on a repéré dans notre média, et on s'est dit, voilà, comment on va pouvoir le résoudre. Et là, l'IA est utile pour ça. En tout cas, a été utile pour ça dans ces projets-là, mais finalement, voilà, ce que je vous dis, voilà, c'est qu'on n'a pas forcément de projet où on se dit, effectivement, là, ça, c'est révolutionnaire, etc., mais ils sont tous en soi, je trouve, intéressants plutôt par l'impact qu'ils apportent. On a Isabelle qui pose des questions sur les outils. Est-ce que Claude est mieux que ChatGPT pour les projets éditoriaux? Quid de Mistral? Alors, on a peut-être parmi les gens là, c'est pas peut-être, c'est sûr, des utilisateurs assidus de ces outils. J'ai vu qu'on avait quelques formateurs aussi. Il y a des journalistes comme Stéphane qui étaient connectés. Peut-être que les gens veulent répondre directement aussi à cette question en tant qu'utilisateur. Ouais, parce qu'après, je pense à vous aussi tester, je pense, sur certains projets. Effectivement, comme le rappelle Olivier, chaque LLM a ses défauts. Je pense pour certains projets, il y en a qui ont testé plusieurs LLM différents, avec des résultats aussi. Ils ont choisi finalement les LLM en fonction des résultats qui étaient les plus pertinents. Je pense à l'Avenir, par exemple, qui a choisi Claude à un moment parce que c'était l'outil qui répondait le mieux à la question qui se pose. Donc ça dépend vraiment en fait des projets que vous menez. Je pense que le point commun quand même sur chacun d'entre eux, c'est quand même d'avoir plutôt une version, peu importe finalement l'outil, le LLM que vous allez choisir, c'est d'avoir quand même une version payante de ces outils-là pour débloquer aussi leur potentiel. Voilà, après je sais qu'effectivement il y a des formateurs, Stéphane qui est présent notamment, je ne sais pas si tu veux peut-être compléter sur cette question. Je peux compléter rapidement, je dirais que, comme tu l'as bien dit, chaque LLM a ses avantages et ses inconvénients, et ça varie avec le temps. Actuellement, là, depuis jeudi dernier, c'est Gemini 3 qui vient de sortir et qui explose toute la concurrence. Là, Google a fait monter d'un palier. Et sinon, avant ce palier-là, moi, j'étais plutôt sur Claude. ChatGPT, c'est très grand public, mais comme il y a beaucoup de monde dessus, ça ne satisfait pas forcément nos ambitions éditoriales. Claude est un bon moyen et Mistral une bonne alternative à pas cher, j'ai envie de dire, qui traitent plus de données françaises. C'est comme une paire de chaussures. Je trouve la chaussure qui vous convient à votre activité et au design qui vous plaît. Et un petit rappel aussi qu'on annonce, c'est qu'il existe aussi des outils spécialisés. Donc ça, on le présente aussi dans les ressources complémentaires. Et parfois, c'est pas forcément nécessaire d'aller interroger le dernier modèle de langage le plus complexe, etc., pour des tâches des fois qui peuvent être pas forcément très complexes, et des fois des modèles moins gourmands aussi en énergie peuvent être tout aussi performants pour certaines tâches. Donc voilà, ça c'est aussi un petit rappel qu'on fait dans le guide, et on vous partage aussi quelques ressources à ce sujet. Je vois qu'il y a une question aussi sur est-ce que le guide est offert aux participants du FIL 2025, dernière édition du Festival de l'Info Locale. Non, on aimerait bien, mais le choix qu'on a fait, en fait, c'est d'avoir vraiment un contenu de qualité indépendant. Donc, on n'a pas de sponsor, en fait, sur ce guide. Il est développé sur les fonds propres de notre association. Et
Et donc, comme un journal qui va chercher des revenus lecteurs, ben, nous, on va chercher, on l'espère, voilà, des revenus auprès des utilisateurs dans les médias. Par contre, il y a une réduction de 10% pour les inscrits au fil 2025 et normalement, vous avez reçu à midi, ou si ce n'est pas le cas, vous revenez vers nous, un code de réduction. Et il y a une réduction aussi de 25% pour les adhérents de West Media Lab. Ah, le bouton commander le guide ne fonctionne pas sur la page que tu as partagée. Quel art du teasing. Pourtant, ça a été testé, retesté. Je vais vérifier ça tout de suite. Merci de me signaler en tout cas. On va retester ça effectivement pour les questions pratiques, techniques. Concernant, y a-t-il des IA plus spécialisées dans certains médias que dans d'autres? Alors, la plupart aujourd'hui, si vous prenez si je comprends bien la question, je pense que la plupart des grands modèles aujourd'hui sont ce qu'on appelle multimodaux, c'est-à-dire qu'ils vont traiter à la fois de l'audio, de la vidéo, du texte, et après vous pouvez avoir des outils qui sont spécialisés, notamment pour le traitement de l'audio ou le traitement de la vidéo, si c'est, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais il n'y a pas forcément, en tout cas, des IA spécialisées pour les médias en particulier. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas aussi à lever la main ou prendre la parole si vous souhaitez. Alors, pour l'analyse de base de données de rapports complexes, NotebookLM analyse uniquement les informations et les hallucinations. Est-ce qu'il y a des alternatives à suggérer? Alors, en l'occurrence, moi, je n'ai pas connaissance d'outils qui aient les mêmes capacités, en tout cas, que NotebookLM aujourd'hui, à part développer, en tout cas, son propre outil interne en mettant en place ce qu'on appelle un RAG, notamment pour aller interroger ses propres sources, ses propres données. Voilà, qui serait la version, on va dire, plus locale, en tout cas, de faire les choses, si vous ne souhaitez pas, en tout cas, mettre vos données dans NotebookLM. Mais sinon, je n'ai pas, moi, en tête d'alternative qui existerait sur le marché qui soit aussi performante. Et les médias que vous avez interrogés travaillent sur plusieurs projets IA et les enchaînent. Alors oui, effectivement, quand les médias qu'on a interrogés travaillent pour certains sur plusieurs projets. Par exemple, là, je sais que si on prend un média de la taille de l'échelle de Ouest France, il y a ce qu'on appelle plusieurs POC, c'est-à-dire plusieurs essais qui sont en cours sur différents cas d'usage. Je sais que par exemple la télé locale UL aussi 4, il y a beaucoup de projets aussi en cours pour tester des nouvelles choses avec l'IA. Pour certains, comme l'avenir aussi, il y a des projets de ce projet-là qui a été mené. Il y a des projets aussi qui sont venus tester aussi dans un sprint. Il y a des rédactions qu'on a fait il n'y a pas longtemps, donc une sorte de hackathon qu'on a fait la semaine dernière où ils sont venus tester un autre projet. Donc effectivement, il y a d'autres choses qui se développent. Mais effectivement, pour démarrer, ce qu'on observe, c'est bien de partir déjà d'un premier cas d'usage, un premier problème. Quelles sont les différences entre NotebookLM et une IA classique? Alors ça, on l'explique aussi un peu en détail dans le guide. Mais voilà, pour faire simple, c'est que NotebookLM va aller interroger, vous allez pouvoir aller interroger uniquement les sources et les données que vous allez lui transmettre. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher ailleurs, il va se concentrer uniquement sur vos propres sources. Alors, est-ce qu'on peut avoir un résumé des différents cas d'usage que vous avez documentés? Alors, vous allez retrouver sur la page du guide IA de West Media, vous allez retrouver l'intitulé en tout cas de chaque cas d'usage qui vous donne déjà un aperçu sur quel type de sujet ils sont sur quel type de sujet ils ont travaillé. Et NotebookLM prend effectivement des fichiers audio et des vidéos, effectivement.
Et le guide de l'IA est en version PDF. Et il peut également, oui, notre BookLM peut aussi travailler à partir du lien URL que vous allez lui transmettre. Hop, et voilà, je vois qu'Olivier aussi a donné une réponse qui est plus structurée. Vous pouvez avoir aussi en détail. Merci. Ce qui est intéressant dans les cas d'usage, notre BookLM aussi qu'on va avoir dans le guide, c'est qu'on a donc ici la dépêche et la voie de l'un. Voilà, ça leur a permis notamment pour la dépêche de travailler sur leurs archives, notamment lors du procès jubilaire, pour identifier des choses récurrentes. Pour ici, ça a été de synthétiser un peu leurs émissions locales. Et pour la voix de l'Ain, ça a été de créer des nouveaux formats, des podcasts à partir de leurs articles. Donc on a 3 cas d'usage qui sont assez différents. Et Open Notebook, moi je ne connais pas forcément, mais s'il y a des utilisateurs, n'hésitez pas à partager effectivement là-dessus. Y a-t-il eu de la défiance vis-à-vis de ces nouveaux outils de la part de certains journalistes au sein des rédactions? Alors on voit effectivement dans certains cas d'usage, les porteurs de projets rappellent qu'au départ, à l'initiation des projets, il pouvait y avoir une certaine forme de défiance des journalistes vis-à-vis de l'IA. Mais finalement, en tout cas, ce qui est le cas dans tous les projets qu'on partage dans ce guide, c'est que à chaque fois, en tout cas, ça a été bien adopté par la rédaction. Et comme je le disais, je pense tout à l'heure, c'est parce que, d'une part, c'est parce que ça vient répondre à un problème concret finalement et un besoin des journalistes. C'est pas juste de l'IA pour les remplacer, pour écrire des articles à leur place, mais pour vraiment répondre à une de leurs problématiques. Je reprends un exemple qui est celui de Centre France, qui a développé un outil, un chatbot pour permettre à ces journalistes pour aider ces journalistes dans le respect de ces chartes éditoriales. Parce qu'il y a plusieurs chartes différentes, et voilà, au lieu d'aller sur leur outil, leur intranet, ils ont développé un outil, donc un chatbot que les journalistes peuvent interroger en langage naturel, c'est-à-dire en lui posant des questions comme vous pouvez le faire sur ChatGPT. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça a été pris en main par les journalistes. J'ai plus en tête les chiffres d'utilisation, mais c'est partagé en tout cas dans ce retour d'expérience. Et on voit bien que ça a été ça répondait vraiment à un besoin de la part des rédactions et ça les aide dans leur travail. Donc c'est vraiment un outil qui les assiste et qui donc il n'y a pas forcément de science. Ils ont relevé une certaine surcharge cognitive liée à cela. Alors, nous, on n'a pas forcément effectivement interrogé les médias à ce sujet. Sur la suite, ça pourrait être intéressant effectivement de voir ce qui aboutit à ça. Je pense dans les cas des journalistes où ça leur a fait gagner le temps, c'était vraiment sur des tâches chronophages. Donc après, ça leur permet en tout cas de gagner du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée à côté. Pour les différentes expérimentations, ont-elles été mises en place via des équipes internes ou bien les équipes sont passées par des prestataires externes via un accompagnement sur les aspects les plus techniques, côté automatisation notamment. Alors on a les deux cas d'usage. Pour certains qui avaient déjà un dev ou une équipe en tout cas technique au sein de leurs médias, ils ont pu le développer en interne. D'autres ont dû faire appel à des prestataires, je pense notamment à l'Eco di Bergamo en Italie, qui a travaillé donc sur ces archives, ces nécrologies, qui a fait appel à un prestataire externe pour travailler là-dessus. Je pense également au Journal des entreprises, qui a travaillé sur un projet de tagage de ces articles grâce à l'IA, qui a travaillé avec un prestataire dans le cadre de la refonte de son site, un prestataire aussi qui était spécialisé là-dessus. Des Content-Side. Donc voilà, on a vraiment les deux cas de figure. On a des projets aussi qui ont été développés au départ par la rédac et puis qui ont été après, lors de la mise à l'échelle, plutôt redéveloppés derrière par l'équipe dev. Mais souvent, voilà, c'est des projets qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un service informatique
hyper fourni aussi. Je reprends l'exemple de l'avenir que j'ai cité tout à l'heure. Ça a vraiment été un travail en binôme d'un journaliste avec un développeur pour développer leur projet. Comment on a choisi les projets, on nous demande aussi. Alors, des usages qui couvrent. Ouais, tout à fait. Donc les projets, nous, on a essayé de choisir déjà des projets qui étaient portés par des médias de proximité, donc des médias qui font de l'information locale. On a essayé d'avoir des cas d'usage qui étaient différents, c'est-à-dire ne pas avoir 8 retours d'expérience sur des chatbots qui ont été menés. On a essayé aussi d'avoir des projets plutôt européens, parce qu'on voit beaucoup d'exemples, nous, dans notre veille, qui sont des projets souvent américains, qui n'ont pas forcément aussi les mêmes problématiques qu'on peut avoir en Europe. Donc, c'était aussi quelque chose qui était important pour nous. Et derrière, c'était aussi d'avoir des médias dont la taille de structure permettait d'avoir des projets reproductifs, c'est-à-dire de ne pas d'avoir des gros médias avec effectivement une équipe de 50 personnes à la technique, et plutôt d'avoir des médias de taille, plutôt des petites rédactions ou des rédactions de taille intermédiaire. Donc, je crois que le seuil qu'on s'était fixé, c'était entre 50 et 100 personnes dans les équipes au maximum. Mais dans le guide, on a aussi des médias qui ont été développés des projets qui ont été développés par 3 personnes, des médias comme Spatz News, par exemple, où il y a 2 ou 3 personnes, je ne sais plus, dans l'équipe au lancement. Une question, là, j'ai vu la dernière, c'est tout en bas. Attends, je regarde, parce qu'il y a d'autres questions aussi. Avez-vous relevé une utilisation d'IA spécifique au travail de reportage de terrain? Déjà peut-être la transcription, l'enregistrement, la transcription automatique, la traduction automatique. C'est des outils dont on fait des interviews sur le terrain qui peuvent être, qui sont très utilisés. Et c'est peut-être pas la seule valeur ajoutée qui reste d'ailleurs au travail de journaliste, parce que sur plein d'autres projets, on voit bien que il y a une vérification quand même qui est nécessaire, et donc une connaissance des journalistes, de leurs sources, des sujets qu'ils traitent. Voilà, l'IA est quand même peut être un bon assistant, mais sur des sujets qu'on maîtrise somme toute, quoi. Donc, je pense que sur pas mal de sujets, quand même, il y a encore une vraie plus-value pour les journalistes par rapport à l'IA. Enfin, je répondrai en tout cas à votre question. Et on en a peut-être zappé d'autres, tu disais. Est-ce que vous abordez GreenFace dans ce guide? Alors, on ne l'aborde pas spécifiquement, parce qu'on n'aborde pas spécifiquement, nous, des outils dans le guide. On va parler des outils via les porteurs de projets et des outils qu'ils ont utilisés. Par contre, on a effectivement, via l'interview qu'on a faite avec Florent Dodin, qui est un ex de GreenFace, il nous partage plusieurs ressources, notamment en ligne, qu'il a regroupées dans un espace sur GreenFace à destination des journalistes, donc des outils open source notamment, qui peuvent être utilisés. Quid de la consommation énergétique des IA? Y a-t-il des outils? Oui, il y a des outils qui peuvent être un peu plus sombres maintenant, comme effectivement j'ai vu que Olivier aussi avait répondu, il n'y a pas forcément de transparence sur la consommation énergétique des IA. Il y a un outil en ligne qu'on partage aussi dans le guide qui s'appelle Ecologits, je crois, qui reprend les différents la liste des différents LLM existants aujourd'hui et leur impact carbone, mais on n'a pas forcément les principaux modèles aussi du marché. C'est un peu la limite, puisqu'ils ne partagent pas forcément ces informations-là. Mais on a un élément de réponse aussi si vous êtes... on partage aussi quelques bonnes pratiques aussi pour utiliser l'IA de manière un peu plus sobre aussi dans le guide. Et une de bonnes pratiques, c'est peut-être aussi de travailler avec des outils, de pas forcément... la métaphore, c'est d'utiliser un jet. Je reprends cette métaphore que j'avais entendue, d'utiliser un jet pour aller chercher du pain. C'est en gros, on n'a pas forcément besoin d'aller utiliser ChatGPT 5 ou Gemini 3 des fois pour des tâches assez simples. Et il existe des outils un peu plus petits, des LLM moins gourmands, plus spécialisés, qui peuvent répondre aussi bien des fois à certains problèmes. Des outils de transcription fiables à 100%, j'ai pas forcément la réponse. Je sais qu'il y a pas mal d'outils du marché. Il y a DeepL. Ouais, il y en a pas mal.
Mais je vois qu'il y a déjà des gens qui Les gens partagent, partent. c'est bien. Topo de West France, c'était destiné à couvrir tout type de sujet des 24 heures du Mans. Oui, c'est qu'ils ont développé effectivement Ouest France à utiliser son projet Topo effectivement pour le Black Friday, justement dans une démarche pour sa rubrique shopping récemment, notamment pour aller interroger sur les contenus de cette rubrique-là, les meilleures offres, etc. Donc sur un point de vue plus commercial. Mais, ouais, le routier a vocation à être déployé sur différents événements, opérations. Voilà, les 24 heures, c'était le premier test grandeur nature, mais il est déjà déployé pour d'autres usages. Ouais. Et est-ce qu'il existe un coin des prestataires externes pouvant se proposer d'accompagner ce type de projet? Tu veux dire un mot, peut-être? Ouais, non, oui, parce qu'on s'attendait à cette question. La réponse est pas évidente. Alors déjà, il peut y avoir des programmes d'accompagnement, donc faut surveiller ça. Nous, la semaine dernière, on faisait un sprint IA pour démarrer des projets qui étaient au stade de l'idée, avec une dizaine de médias locaux. Il y a un programme aussi en cours avec Wanifra qui s'appelle IA Catalyst. Il y en a d'autres. Ensuite, il y a des entreprises qui peuvent accompagner. Voilà, par exemple, là, sur notre sprint la semaine dernière, on avait nous parmi nos coachs DataGIF ou WeDoData qui travaillent déjà sur des projets IA avec des médias, donc passer par aussi des agences, des prestataires data ou web qui ont intégré en fait les projets IA. Il y a aussi des consultants indépendants. Je sais qu'il y en a qui sont connectés là sur ce webinaire. Je pense à Jean Abiatessi aussi, avec lequel nous on collabore régulièrement. Voilà, pour donner quelques pistes. Et puis après, c'est vrai qu'on a pas mal de prestataires IA purs qui s'adressent à l'ensemble du marché, mais qui peuvent être aussi intéressants, mais qui n'ont pas forcément une compréhension de notre secteur, de nos métiers. Donc, ça peut être intéressant d'aller trouver des personnes qui sont à la jonction des deux, quoi. Mais on n'a pas un annuaire des ressources. On peut vous mettre en relation, par contre, si besoin, avec des gens dans notre association ou dans notre réseau. Je vois qu'il y avait une question aussi sur la productivité, le fait qu'effectivement on constate que l'IA ne fait pas toujours gagner du temps. Justement, nous, dans les projets qu'on partage dans ce guide, c'est ce qu'on a été chercher, c'est vraiment si l'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est de permettre aux journalistes de gagner du temps, il faut que ça soit mesurable. Je prenais l'exemple de l'avenir tout à l'heure. Concrètement, le journaliste a gagné une demi-journée par semaine. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est mesuré, qui est concret. Et après, voilà, effectivement, l'IA, c'est pas forcément simplement un outil qui peut permettre de faire gagner du temps. Ça peut aussi permettre de développer des nouveaux formats. Je prends l'exemple du chat conversationnel de West France. Voilà, donc il y a vraiment d'autres possibilités. Mais effectivement, s'il y a un point commun qu'on retrouve sur les projets aussi, c'est pour beaucoup, il a été nécessaire aussi de former les équipes sur l'usage de l'IA pour les utiliser. Je reprends d'ailleurs, c'est un exemple qui est pas issu du guide, mais d'un média c'était un média allemand qui partageait ça. C'était une agence de presse allemande qui partageait ça lors d'un événement il y a 15 jours, qui disait voilà, qu'ils avaient mis en place un outil interne, un chatbot pour interroger leurs archives, et ils se sont rendus compte effectivement que c'était les journalistes n'utilisaient pas forcément correctement parce qu'ils allaient poser des types de questions en fait qui étaient pas des questions, des formulations auxquelles le chatbot ne pouvait pas répondre. Par exemple, donner l'exemple, je crois, des journalistes sportifs de la rédaction qui allaient demander au bot, liste-moi tous les entraîneurs
tel club depuis telle année, et puis voilà, il disait, bah voilà, l'IA n'arrive pas à répondre, donc c'est que votre outil ne marche pas. Et donc, il y avait besoin, ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y avait besoin d'un travail d'acculturation dans la rédaction pour expliquer, bah, c'est quoi les cas d'usage pertinents de cet outil pour les journalistes. Et c'est pour ça que c'est important, comme je le rappelais tout à l'heure, de bien démarrer aussi, de bien impliquer vos équipes dès le départ, pour voir, bah voilà, pour bien répondre aussi à leurs besoins et à leurs problématiques. Je vois qu'il est 12h50, on vous avait dit 45 minutes, donc on sait on mord là sur le temps de la pause déjeuner. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est répondre à vos questions directement, hein. Vous nous écrivez aussi à contact@westmedialab.fr. Et puis voilà, si on peut vous mettre en relation avec des personnes aussi, on le fera bien volontiers. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je pense on peut s'en tenir là pour aujourd'hui. Et puis on espère que, voilà, que déjà vous pouvez commencer à feuilleter le guide, hein, sur la page qu'on a mise en ligne. Les liens fonctionnent. Et voilà, on espère que ça vous plaira, et surtout que ce sera utile pour votre média, et pour le développement de vos projets. Voilà. Et puis un grand merci donc à Amandine Boyan, avec qui on a travaillé, parce que je ne l'ai pas précisé sur ce guide. Donc merci à elle, qui a notamment fait les retours d'expérience avec les porteurs de projets. Puis un grand merci aussi à tous les porteurs de projets qui ont accepté de partager leur expérience dans ce guide. C'est vraiment précieux. Ouais, et un petit merci aussi à Stéphane Rabu, qui est là, avec qui on a pas mal échangé, qui est journaliste, formateur IA, et à Jean Abiatessi aussi, voilà, qui a contribué aussi dans les échanges à enrichir ce guide. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci.